Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la journaliste et autrice de talent, Charlotte Meyer. Cette jeune femme engagée, qui prend la parole sans détour sur l'écologie, le féminisme ou encore la protection de l'enfance, est venue me raconter sa trajectoire de maternité, qui, vous le verrez, est un petit peu hors du commun. Et oui, car Charlotte, en raison de ses convictions écologiques et de ses recherches poussées sur le sujet, ne souhaitait pas devenir mère. Et je sais à quel point cette question de donner la vie dans un monde à l'avenir incertain traverse beaucoup d'entre nous. Sauf que, parfois, la vie décide pour nous. Alors, spoiler, notre Charlotte est finalement tombée enceinte par surprise, alors elle vivait une vie de nomade avec son conjoint. Une nouvelle bouleversante qui l'a amenée à programmer une IVG pour interrompre cette grossesse. Sauf qu'après des semaines de réflexion et une envie viscérale de devenir mère, qu'importe les candidatons ou incompréhensions, Charlotte a finalement décidé de le garder, ce bébé. Alors, comment assumer une maternité quand on a toujours proclamé qu'on n'aurait jamais d'enfant ? Comment imaginer une éducation alignée avec ses valeurs pour transmettre autrement ? Et comment ce désir d'enfant, longtemps refoulé, a-t-il fini par devenir une évidence ? Charlotte revient sur ce cheminement intime, sur sa grossesse et surtout sur l'arrivée d'Octavia, cette petite âme sœur qu'elle attendait sans le savoir depuis bien longtemps. Alors merci Charlotte pour ton travail passionné et passionnant. Merci pour ta franchise et ta vulnérabilité. Et merci de nous montrer que dans la vie, on peut aussi changer d'avis. Coucou Charlotte, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Je suis très très contente de t'avoir. Ça fait un petit moment qu'on se tourne autour. Et avant de commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Oui, bah merci déjà à toi pour cette invitation. Donc je m'appelle Charlotte Meyer, je suis journaliste, je dirige un média indépendant qui s'appelle Combat, qui est la revue de la révolution écologique et sociale par les femmes. Je suis journaliste aussi pour la rubrique écologie des Échos et en parallèle je suis écrivain, donc j'écris comme les articles c'est assez court et que j'ai souvent beaucoup trop de choses à dire. Je suis dans un souvent de livres un peu plus longs quoi. Et oui, bien sûr, tu es aussi auteur à côté de ça, donc pas mal de taf, de recherche, d'écriture aussi. Ça va? Comment tu gères là? T'es pas trop sous l'eau? Bah, en fait, pour tout te dire, moi, je voulais être journaliste depuis toute petite, mais j'ai fait des études de recherche. Enfin, j'ai appris journalisme sur le terrain, mais j'ai fait des études de recherche. Et c'est quand même des études où t'as toujours le nez dans le guidon, toujours en train de faire plein de recherches en même temps et tout, et d'écrire tout le temps. Enfin, clairement, je pense que je passe ma vie à écrire depuis des années. Du coup, non, je baigne vraiment dans mon élément et j'adore ça. Ouais, bah écoute, tant mieux. Alors justement, c'est grâce à tout ce que tu produis que je t'ai découvert, on va dire, sur Instagram. Et évidemment, tu parles d'écologie, de féminisme, tout ça, de protection de l'enfant également. Donc c'est hyper intéressant. C'est évidemment des sujets qui me parlent. Et bien sûr, du coup, à côté de tout ça, tu es aussi maman. C'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est C'est ça. ça, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et demi, Ok. qui s'appelle Octavia. Octavia, super. Bon, alors justement, on va parler un petit peu de ton parcours. Toi, quand tu étais jeune fille, Charlotte, comment tu te projetais en tant que femme? Quels étaient tes rêves? Voilà, comment t'envisageais ta vie d'adulte, de jeune adulte? Bah, alors, comme je te disais, moi, depuis toute petite, mon rêve, c'était d'écrire, enfin, de devenir journaliste, de devenir écrivain. Et moi, la question de la maternité, ça s'est posé en fait assez tôt, quand j'étais adolescente, donc entre 11 et 14 ans, enfin, j'étais anorexique. Je faisais D'accord. l'anorexie, donc, mais vraiment très loin dans la maladie, c'est-à-dire que j'arrivais à un stade qui était assez difficile. Et je me souviens que j'ai eu, enfin, c'est comme une maladie mentale assez difficile où, en fait, le déclic doit venir de toi et pas de l'extérieur, même si tu as un suivi médical.
Et je me souviens d'un soir où on était allé chercher mon petit frère avec mes parents qui avait un cours associatif. Et en fait, moi, j'étais très maigre et j'avais du coup super froid, donc j'étais restée dans la voiture avec un énorme manteau autour de moi. Et je me souviens qu'à un moment donné, je tourne la tête et dans la voiture à côté de moi, il y a une femme enceinte. Et en fait, ça provoque un truc en moi, mais ça me donne toujours la chair de poule quand j'en parle, alors que ça doit être la 40e interview où j'en parle. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je ressens quelque chose de. En fait, je me rends compte à quel point mon corps est mort, enfin, à quel point vraiment je suis en train de mourir, alors que celui de la femme à côté de moi, il transpire une forme de vie qui est bouleversante, en fait. Enfin, je la vois sourire, je la vois toucher son ventre, je vois un truc. Et je me dis, waouh, mais en fait, j'ai envie de ressentir ça et j'ai envie de guérir pour vivre cette chose qui a l'air incroyable. Et en fait, enfin, je me suis remise à manger le lendemain. Enfin, concrètement, ça a été un déclic assez ouf. Et je pense que cette femme, je la croise dans la rue demain, je la reconnais. Alors que c'était il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, quoi. Enfin, Ouais, je me souviens c'est comment elle dingue. était habillée et tout. Ouais, c'est un souvenir qui est hyper fort. Et donc, bah, je sais pas jusqu'où tu veux que j'aille dans le récit. Ouais, non, mais Mon du coup, désir c'est de... dingue, justement, comme Ouais. voir cette femme qui porte la vie, t'a donné, toi, envie de vivre, tout simplement, Oui, de oui, oui, c'est vivre, en ça. tout cas. Mais je pense que je l'ai toujours un peu aujourd'hui. Quand je croise une femme enceinte, t'as toujours, bah, je pense que c'est mon passif qui joue, mais j'ai toujours un peu ce truc je crois qu'on oublie, et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais enceinte aussi, je crois qu'on oublie à quel point le corps d'une femme, il est fascinant parce que aussi peut porter la vie. Enfin, c'est assez délirant de se dire qu'on peut fabriquer un être humain dans notre corps, quoi. C'est Juste vrai, si tu remets les c'est mots vrai. sur ce que ça veut dire être enceinte, c'est fou, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Et alors, justement, tu t'es sortie ensuite de cette maladie-là, ou est-ce que ça a Ouais. été en dents Oui, de oui, scie? puis très rapidement, en plus, en Ouais. moins d'1 an, j'étais guérie. Enfin, et j'ai jamais eu de replongée ensuite, alors que enfin, c'est une maladie, on sait qu'il y a beaucoup de replongées. Moi, j'ai eu des amis qui ont fait des replongées aussi, et ouais, non, ouais, c'est assez dingue que ce soit parti de ça, en fait, et qu'ensuite, je sois juste passée à autre chose, finalement. Heureusement que cette femme a été mise sur ta route, finalement. C'est clair, ouais, rien n'arrive par hasard, je crois. M'étonne. Bon, et alors, comment s'est passée ta vie de jeune fille, de jeune femme? Est-ce que, du coup, tu savais que tu voulais des enfants, ou au contraire, tu avais changé d'avis entre-temps? Comment ça a évolué? Comment t'as cheminé? Bah, en fait, moi, il y a eu vraiment ce moment où, comme je te raconte, bah, j'ai vu cette femme et je me suis dit, je veux ressentir ça. Mais Mhm. enfin, déjà, j'étais hyper jeune, donc j'ai jamais vraiment exprimé, je veux avoir un enfant plus tard. Bien sûr. Puis moi, j'étais quand même quelqu'un très jeune pour qui la carrière, c'était important. Je Ouais. viens d'une famille qui est pas du tout privilégiée, je viens d'une famille d'ouvriers. Moi, mon rêve, c'était d'être journaliste, alors qu'on ne fait pas forcément d'études dans ma famille. Et du coup, enfin, je passais mon temps à travailler, en fait. Enfin, moi, je voulais faire de grandes études, donc l'anecdote, c'est de la troisième jusqu'à la terminale. Je voulais faire Sciences Po Paris et tout le monde me disait c'est pas possible en fait, c'est pas pour toi. Du coup, je crois que j'ai accumulé des nuits blanches pendant 4 ans où j'apprenais des bouquins par cœur pour passer le concours que j'ai eu, du coup, que Ah, j'ai eu bravo. l'année du bac. Et après, je me suis lancée dans des études et pareil, en fait, j'ai fait des grandes études, mais en ayant ce background social qui était pas privilégié. Donc, je travaillais en même temps, j'avais créé mon média combat en même temps aussi. Donc, en fait, pour moi, les enfants, c'était pas du tout une priorité, c'était juste bah, je vais travailler, quoi, et puis je vivre de ma passion. Donc, ça a été ça enfin, j'étais diplômée en 2020, folle année du Covid. Donc, ça a été ça jusqu'en 2020. Ouais, ok, incroyable. Ouais, donc vraiment, là, tu étais focus, travail, Ouais, études, ouais, carrière. vraiment, Voilà, tu pensais à ça en priorité, et c'est c'est bien. ça. Et c'est bien normal. Et alors justement, toi, tu t'es intéressé surtout au sujet de l'écologie, du féminisme. Et pourquoi ce sont des sujets qui t'ont parlé plus que d'autres? Qu'est-ce que tu as appris aussi à travers de tes recherches? Alors, moi, à l'origine, je me destinais vers le journalisme de guerre. D'accord. Donc, j'ai passé 1 an au Liban. Enfin, j'ai fait quelques programmes sur ce terrain-là, mais j'ai pas, en fait, j'ai pas continué là-dedans parce qu'après, il y a eu le Covid et ça m'a fait switcher vers d'autres projets. J'ai découvert le journalisme de solutions. Et en fait, Mhm. c'était une époque où tout était tellement sombre et on parlait que de mort tout le temps que moi, j'avais envie de parler de sujets sous un angle solution positif. Donc, je suis un peu décalée de ça. Mais en fait, déjà à l'époque où j'étais sur les terrains de guerre, j'allais vers des sujets qui touchaient à l'environnement et au féminisme. En fait, c'est des sujets qui ont toujours été importants pour moi sans que je les place forcément au cœur du métier. C'est plus du D'accord. filigrane, en fait. Je sais même pas, enfin, l'écologie, c'est quelque chose qui a toujours été important dans ma famille. Enfin, mon père, il avait son petit potager bio, il nous apprenait à rester émerveillé face aux vivants. Enfin, moi, j'ai vraiment été sensibilisée à l'écologie par le beau. Enfin, Ouais. apprendre à rester proche de la beauté de la nature, en fait. Et le féminisme, je pense que c'est assez intrinsèque à ma génération aussi. C'est-à-dire que moi, quand il y a eu MeToo, j'étais étudiante. J'étais quand même une jeune femme. Je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. Je me retrouvais à vivre seule à Paris, alors que je venais d'un
tout petit village alsacien de 500 habitants, donc c'est un truc, tu redécouvres aussi d'autres manières de relationner et tout. Et ouais, non, je sais pas, je crois que En fait, ça arrivait très tôt dans mon parcours, déjà adolescente, c'était des sujets qui me tenaient à cœur, mais en fait, juste, ça a été une suite logique des choses dans mon parcours, quoi. Bien sûr. Et donc, l'écologie, bah, moi, pendant le Covid, donc, comme je te disais, j'ai switché vers le journalisme de solutions, Ouais. en priorisant les sujets liés à bah, l'écologie, le féminisme, enfin la démocratie, mais qui en fait pour moi c'est des sujets qui sont reliés et qu'on doit traiter ensemble. Donc c'était pas, enfin, pour moi c'est pas trois sujets, c'est genre un gros sujet que je traite. Et donc pendant cette période-là, je me fais une sorte de gros apprentissage de ce que c'est l'écologie, le changement climatique, parce que même si j'avais les bases, il y a tout un fonctionnement à comprendre derrière. Je me souviens que j'avais imprimé toute une bibliographie. Il y a Bon Pote, qui est un média sur l'écologie, sur son site. Il a un onglet bibliographie avec plein de bouquins et de documentaires. En fait, j'avais imprimé la liste et Mhm. j'avais tout lu et tout regardé pour me Ah former. ouais, tu t'étais imprégné comme ça de toutes ces ressources. Ouais, voilà, je me suis plongée dans le vortex tout de suite. Et je vois, j'ai un peu un truc obsessionnel où, par exemple, si je découvre un auteur ou une autrice ou un sujet, je vais tout de suite tout lire de la personne. Oui, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là pour l'écologie. Et en fait, c'est assez marrant parce que parfois, je dis aux gens quand je me présente que je suis passée de journaliste de guerre à journaliste spécialisé sur les enjeux écologiques parce que la guerre, c'est trop pessimiste. Et les gens souvent ils me regardent et me disent, ah, parce que l'écologie, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure manière de le dire, finalement. Euh, Ouais. mais c'est sûr qu'à ce moment-là, entre le Covid et le fait que moi, je me formais encore plus sur les sujets liés au réchauffement climatique, qui étaient assez difficiles à absorber parce que bah, en fait, c'est vraiment c'est vertigineux quand tu commences à t'y plonger. T'as l'impression qu'il y a, enfin, c'est très facile de broyer du noir, en fait, à partir du moment où tu t'intéresses à ces sujets-là. Et du coup, je me souviens que à un repas avec mes parents, t'as mon père qui avait un peu fait une blague en disant, bah, moi, avec tous ces confinements successifs, je suis pas prête de devenir grand-père. Et moi, je lui dis, bah, de toute façon, franchement, vu la situation du monde, bah, je suis pas sûre que ton petit enfant, il viendra de moi, quoi. Et en fait, Ouais. avant ça, je l'avais jamais formulé clairement, même à moi, c'est vraiment sorti de manière assez spontanée. Enfin, c'est le truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai entendu dire ça. Et, euh, et en fait, c'est après, je l'ai intellectualisé. Je me suis dit, bah, ouais, en fait, j'ai dit ça, mais c'est vrai que moi, en fait, si demain je dois faire un enfant, le monde qui vient, il me fait tellement peur que je sais même pas si je serais capable de le protéger. Et en fait, je me sens pas capable de le mettre au monde enfin, face à l'avenir qui nous attend, quoi. Bah ouais, 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 je comprends. T'avais quel âge à ce moment-là? 21 ou 22 ans? Et oui, bien sûr. C'est vrai que déjà pour le commun des mortels, on va dire, évidemment, les questions environnementales voilà, posent à réfléchir, enfin, Ouais. poussent à réfléchir, mais d'autant plus là, avec toi, tout le savoir que tu avais ingurgité, on va dire, Mm. j'imagine que ton regard était très éclairé sur la situation actuelle, potentiellement la situation à venir, et que évidemment, ça fait peur de se projeter dans une maternité, voilà, d'imaginer peut-être mettre au monde des enfants dans un contexte qui est plutôt défavorable. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 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 ça c'est bien compréhensible. Et alors justement, comment ils ont réagi là, ta famille, ton père, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, sur le coup, il n'y a pas eu trop de réaction parce que déjà, Ouais. j'étais particulièrement jeune. Mm. Et puis, enfin, mes parents sont quand même sensibilisés à ces questions-là aussi. Donc, même si je pense qu'il y avait un regret ils auraient aimé être grands-parents, ils comprenaient. Et en fait, ça n'a pas trop été un sujet parce que, bah, déjà, encore une fois, on était confinés. Donc, dans tous les cas, avoir un petit enfant, c'est impossible. Ben, Ouais. sur le coup, ça n'a pas trop été un sujet de discussion, en fait. Ça s'est un peu arrêté là. Ouais, et toi dans ta tête, est-ce que au fur et à mesure des mois, là, des années, tu t'es dit, ah, c'est vrai, vraiment, je ne voudrais pas d'enfant, j'en suis quasiment certaine, même si évidemment on peut changer d'avis, et d'ailleurs, voilà, tu en es la preuve. Ouais. Mais est-ce que voilà, ça, cette façon de penser, c'est vraiment clarifié dans ta tête au fur et à mesure du temps? Bah oui, d'autant plus qu'après, je tombais sur des témoignages de personnes qui racontaient que elle s'est fait ligaturer les tongs ou des choses comme ça pour vraiment ne pas avoir d'enfants du tout. Alors souvent, on parle de réchauffement climatique, mais il y a tout le contexte en fait du monde autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi quand je regarde ce qui se passe en termes de pauvreté, en termes de guerre et tout. En fait, l'avenir qu'on nous vend, il n'est pas du tout reluisant. Puis là, je parle d'un point de vue global, mais même juste en France, on voit qu'il y a le taux de pauvreté qui n'arrête pas d'augmenter, que c'est plus difficile pour un jeune couple de s'installer, d'avoir un appartement et donc d'accueillir un enfant comme il se doit. Il y a tout ce qui tourne autour de les congés parentalité, qui fait que c'est très difficile finalement de s'occuper de son enfant comme on le voudrait. En fait, c'est une multitude de facteurs qui viennent un peu s'empiler et qui font que aujourd'hui, ben, je pense que ma génération a plus de mal de se projeter avec un enfant, ou en tout cas, si on part du principe qu'on veut faire un enfant en conscience, en lui donnant le maximum, bah, c'est difficile.
Oui, ouais, ouais, carrément. Et c'est d'ailleurs des discussions qui sont de plus en plus communes et Ouais. récurrentes hein, entre Ouais, la... bah, là, il y a une enquête qui vient de se lancer à l'Assemblée nationale sur la baisse de la natalité et pourquoi les jeunes ne font plus d'enfants. Donc, on est en plein dans le sujet, quoi. Ah bah oui, oui, c'est clair que les questions se posent et c'est bien normal. Et alors, est-ce qu'à cette période-là de ta vie, entre 20 et 25 ans, tu partageais ta vie avec un conjoint ou est-ce que tu étais célibataire? Comment tu étais sur le plan personnel? Alors, moi, je me suis mise avec le père de ma fille, je dirais un an après cette conversation avec mon père. Donc, à ce moment-là, j'avais personne. C'est après que c'est venu. Ouais, Et c'était quelqu'un qui partageait mes convictions. Du coup, voilà, enfin, pareil, la question s'est pas trop posée. On l'a abordé vite fait, on était d'accord et puis on est passé à autre chose. Et puis en plus, enfin, quand tu rencontres quelqu'un et que tu es un jeune couple, c'est pas forcément un sujet que tu vas aborder dès la première année. Donc en fait, je me souviens que c'est venu à un moment donné de la conversation parce qu'on discutait d'écologie, de choses comme ça, mais c'est pas, on n'a jamais eu une conversation vraiment frontale de est-ce qu'on va faire un enfant un jour ou pas en fait. D'accord. Ouais, vous connaissiez vos positions un peu de l'un, de l'autre, Ouais, mais en c'est tout ça. cas, il n'y avait pas de décision arrêtée vraiment. Ouais, ouais. Ok, bon. Et alors, le fait est que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es du coup maman. Ouais. Alors justement, comment la maternité a débarqué dans ta vie? Alors, du coup, je rencontre le père de ma fille en 2020. Et quelques mois plus tard, on part en reportage itinérant parce que moi, je devais écrire un livre sur les alternatives écologiques qui se mettent en place dans les territoires, donc d'un point de vue local partout en France. D'accord. Et donc, on est nomade, hein, on part, on a un van, on part vivre, on fait quelques mois dans un écolieu, quelques mois dans un autre écolieu, enfin voilà. Et puis, et puis un jour, je me réveille et je suis d'une humeur exécrable. Et vraiment, je suis insupportable. Je fais une scène de jalousie à mon mec alors que je suis pas du tout jalouse et qu'en plus, il n'y a même pas de raison de l'être. Je me souviens que les pommes de terre étaient pas cuites et je me mets à pleurer parce que les pommes de terre sont... Enfin, vraiment, mais n'importe quoi. Ouais. Et le soir, il me dit, mais t'es quand même un peu bizarre. Et je m'entends lui dire, mais vraiment, genre, c'était pas prémédité, je lui dis, je crois qu'il faut que je fasse un test de grossesse. Ah ouais. Ok. Et même moi, je disais, je me dis, qu'est-ce que tu viens de dire, Charlotte? À quel moment, genre, la parole a pris le pas sur ton cerveau, en fait? Et il me regarde, me dit, ok. Et donc, j'achète un test de grossesse et je le fais. On était sur un écolieu, donc vraiment, c'est un truc où tu sais, il n'y a pas trop d'électricité, c'est tout l'énergie, enfin, le panneau solaire et tout. Et je fais Ouais. le test la nuit. Et au début, je vois une seule barre et je me rends compte que je suis déçue. Ah oui, Et, d'accord. et tu sais, je me dis, oula, Charlotte, on va se calmer. Genre, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Et en fait, je me relève pour sortir et là, il y a un détecteur de mouvement qui fait que la lumière s'allume et je vois qu'en fait, il y a deux barres. Oh, waouh. Et en fait, je me sens, mais trop bien. Genre, je me sens, j'ai envie de sourire, j'ai une sorte de bouffée de bonheur qui monte et qui est assez incontrôlable. Et du coup, dans mon cerveau, c'est un peu la panique parce que j'ai envie d'être heureuse et en même temps, il y a un truc qui me dit, non, 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 C'était c'est, pas prévu au programme, quoi. voilà, c'est pas prévu. Donc je retourne dans le van et je dis à mon mec, tu vois combien de barres sur le test? Et il me dit, deux. Du coup, ça veut dire quoi? Et je le vois qui se retient un peu de sourire et qui me dit, ok, mais on est d'accord qu'on avait dit non. Et en plus, à ce moment-là, on était nomades, enfin, on avait lâché nos apparts, on vivait dans un van, enfin, c'était vraiment, c'est pas normalement la solution que tu choisis quand tu vas avoir un enfant. Ouais, ouais. Et du coup, on se dit, bah ok, bah, il faut on va arrêter la grossesse, quoi. Enfin, c'est même pas une discussion qu'on a longtemps, c'est vraiment je sais pas, ça a dû durer 5 minutes et on passe à autre chose parce que je pense qu'en fait, on savait tous les deux que au fond de nous, ça nous blessait comme conversation, même si on n'osait pas trop le reconnaître et que du coup, fallait un peu enfin, ouais, ça doit être fait rapidement, quoi. Ouais. Sauf que, bah, du coup, moi, j'appelle pour faire une IVG et comme à ce moment-là, enfin, les écolieux, c'est quand même souvent dans des zones assez désertées, enfin, c'est jamais près d'une ville. Donc là, j'étais dans un vrai désert médical. Et donc, déjà, elle me dit que je suis enceinte de une semaine, que c'est assez ahurissant que, genre, que j'ai pu le comprendre aussi vite. Ouais, direct, ouais. Et elle me dit, bah, du coup, vous n'êtes pas du tout prioritaire. En fait, votre IVG sera dans 6 semaines. Waouh, ouais, donc là, ça fait long. Et ça fait long, et surtout ces 6 semaines où moi, enfin, déjà, tout mon premier trimestre de grossesse, j'ai été malade. Enfin, vraiment, ça a été le cliché de la nana qui fait que vomir tout premier trimestre. Et du coup, pendant 6 semaines, moi, tu vois, j'ai mon corps qui change. Enfin, je me sens changer. Bien sûr. Puis je le sais, même au-delà Pardon? Les premiers symptômes qui Ouais, c'est arrivent, ça. Il y a tous les les bébés. symptômes, mais même au-delà de le sentir, c'est le fait que je le sache. Enfin, que je sache qu'il y a un enfant qui pousse dans mon ventre, en fait. Euh, et en fait, plus les jours passent, plus moi, j'ai pas envie de le laisser partir, cet enfant.
Hmm. Et je passe des heures, enfin, il y a mon mec qui dort à côté, et moi, en fait, je lui parle à mon ventre, j'imagine est-ce que c'est une fille ou un garçon, j'imagine faire du vélo, enfin, Et ouais. c'est, en fait, je m'invente vraiment un avenir avec cet enfant-là que je m'apprête à laisser s'en aller. Et c'est vraiment une sorte de dichotomie dans ma tête où d'un côté, j'arrête pas de me dire, il faut que tu te prépares à lui dire au revoir. Et de l'autre, j'avais même pas envie de le faire, en fait. Et je me souviens que dans le parcours pour l'IVG, tu es suivi par une psychologue. Et que moi, elle me disait, essayez de faire dans votre tête le cheminement de vous, bah, vous arrivez à l'hôpital, vous passez la porte du bloc et tout. Et moi, je me voyais jamais passer la porte du bloc. C'est genre, mon esprit il se fermait, t'avais comme une sorte de mur qui se mettait dans ma tête, en mode, comme si au fond de moi je savais que ça n'arriverait pas. Enfin, qu'en fait j'avais beau l'imaginer de toutes les façons que je pouvais, c'était pas ce qui était prévu. Et moi, plus les jours passent, plus on se referme. Enfin, vraiment, avec le père de ma fille, c'est un truc, on se parle plus. Enfin, c'est une équation genre comment ça va, tu manges quoi, on mange quoi ce soir, on se mate une série quoi. Enfin, c'est vraiment. Ouais, mais est-ce que toi, tu lui exprimes justement là tes ressentiments? Ouais. Ouais. Et il est pas très réceptif. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui est assez un peu le cliché du mec qui parle pas trop de ses émotions, tu vois. C'est ça. C'est considéré comme ça. Et du coup, bah, il se refermait assez vite quand on en parlait. Et moi, je me sentais pas très bien jusqu'à ce que je me dise, en fait, peut-être qu'il faut que je le quitte et que je sois maman solo. Enfin, Ouais. Mais dans tous les voilà. cas, tu sentais cette envie du coup d'être mère. Oui, mais en fait, c'était vraiment un questionnement permanent. Et puis en plus, c'était difficile parce qu'on était sur un écolieu, donc on vivait en communauté. Oui, Tout en essayant de cacher la grossesse parce que moi j'avais pas forcément envie de devoir déballer tout ça. Et puis je travaillais, enfin en fait on parvenait à vivre parce que moi je télétravaillais en parallèle du reportage, donc on était quand même dans un quotidien assez on avait pas de choses à faire quoi. Enfin, c'était une vie assez remplie et moi tout ça ça me gonflait la tête et en plus on sait très bien qu'on est enceinte, on est encore plus sensible à certaines choses, donc c'était vraiment enfin c'est une période qui est très difficile. Et je me souviens que la veille de l'IVG, enfin, mon mec est en train de construire un hangar sur l'écolieu. Et en fait, il rentre dedans. Moi, j'étais en train de pleurer à l'intérieur. Et il me dit, écoute, on va le garder. ah. Voilà. J'ai dit, ok. Et du coup, la décision s'est prise comme ça, en fait. En fait, vous avez chacun, j'ai l'impression, cheminé de votre côté sans forcément communiquer, mais pour finalement Ouais. prendre une décision commune. Ouais, non, non, c'est exactement ça. Ouais. Waouh! Et toi, qu'est-ce que tu ressens là quand il te dit, bon, bah, ok, ça y est, c'est bon, on le garde? En fait, ça c'est bien parce que d'un côté, je suis soulagée parce que je sens que c'est la décision que moi je voulais prendre. Et de l'autre, je ressens quand même une forme de pression en me disant, maintenant, va falloir assumer en fait cette décision. Bien sûr. Et ne serait-ce qu'autour de mon entourage, où je savais qu'il y a certaines personnes qui n'allaient pas comprendre parce qu'elles connaissaient mes arguments en faveur du fait de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Et même rien que vis-à-vis de moi-même, en fait. Et c'est aussi de là qu'est venue la volonté de... Bah, comme je te disais, j'étais en train d'écrire un livre sur les alternatives locales écologiques. Et en fait, j'ai complètement changé d'angle et j'ai décidé que j'allais écrire un livre sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être parent aujourd'hui quand on est conscient de la situation et comment est-ce qu'on peut faire famille différemment pour élever nos enfants de manière à ce qu'ils soient prêts à ce qui les attend et de manière plus respectueuse du vivant. En fait, pas du tout comme on nous a éduqués, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et du coup, les 3 années qu'on suivi, bah, on a continué ce livre, mais vraiment, on est allé à la rencontre de plein de familles qui étaient alternatives, donc soit qui vivaient sur des aides, soit qui étaient militantes, soit qui voulaient changer le système de l'intérieur. Enfin, voilà. Et en fait, c'est devenu un livre sur bah, la famille face au changement climatique, quoi. Ouais, ultra intéressant justement de changer d'angle, parce que là, ça te concernait bah, directement, évidemment. Et puis, ça ouvre aussi voilà, sur autre chose, sur comment ça peut se passer, même en ayant des enfants, mais tout en ayant quand même une conscience écologique et en mettant en place des actions au quotidien Ouais, pour faire en sorte que le monde de demain soit meilleur, malgré c'est ça. Ouais. Bon, et alors cette grossesse, comment s'est-elle passée? Est-ce que vous êtes retourné dans une ville bien précise? Est-ce que vous avez continué à être comme ça nomade? Comment ça s'est passé? Alors, bah moi j'avais décidé que je voulais être nomade jusqu'à l'accouchement. En plus j'étais D'accord. partie je voulais faire un accouchement à domicile, donc enfin à domicile du coup quand t'as pas de domicile, bref, mais un accouchement tu vois sur un écolieu, un truc, ben, je voulais le parcours le moins médicalisé possible. Et donc pendant le premier trimestre, on reste sur le même écolieu où on avait découvert que j'étais enceinte, Ouais. où je suis vraiment malade. Alors ce qui est assez ouf c'est que je suis malade comme un chien, mais j'adore être enceinte. Ah, Et, malgré tout. ouais, non, mais mes amis m'avaient posé la question. C'est une des premières questions qu'elle m'avait dit, c'est mais tu sais que tu vas grossir, genre ça va aller. Parce que même si j'étais guérie de l'anorexie, il y avait un truc où Bien. je restais fine.
Et puis elle connaissait ce passé-là aussi. Donc, et en fait, j'ai adoré ça. Enfin, je crois que c'est vraiment ce qui a fini de me réconcilier avec mon corps. C'est de me dire que, ok, mon corps, il grossissait, mais en fait, j'avais pas le contrôle et que c'était parce qu'il y avait un être humain qui poussait à l'intérieur. Et de me dire, c'est ce que je te disais un peu avant, c'était de me dire, enfin, waouh, mon corps, il est capable de faire ça. On est quand même dans une société où le corps de la femme, c'est censé être un objet esthétique, une sorte de porte-manteau pour mettre plein de fringues à consommer par-dessus. On est tout le temps enfin, avec des incitations à maigrir en permanence. Et là, en fait, je me rendais compte que mon corps, c'était bien au-delà de ça et que enfin, c'était un truc magique et puissant et que les hommes ne pouvaient pas comprendre. D'ailleurs, c'est vraiment un outil de sororité Ah en oui. plus, ce corps qui peut donner la vie, c'est qu'on se comprenait entre femmes et que et moi, je ressentais des choses à l'intérieur que j'arrivais même pas à verbaliser, mais en fait, je me sentais puissante, quoi, d'être enceinte et de savoir ce que mon corps est en train de fabriquer. Donc, même si j'étais malade, moi, j'ai adoré pour ça parce que ça me reconnectait à mon corps en même temps. Du coup, ouais, c'est assez paradoxal, mais enfin, moi, j'ai adoré être enceinte. Ouais, est-ce que les vomissements se sont arrêtés passé le premier trimestre ou pas? Ouais, Ouf. ouais. Et du coup, deuxième trimestre, on continue d'être nomade, mais on bouge un peu plus, on bouge voir d'autres familles en Bretagne, Loire-Atlantique et tout. Et en fait, moi, j'avais un rendez-vous de temps en temps avec une sage-femme enfin, pour le suivi. Et un jour, il y en a une qui me dit ouais, votre bébé, il est un peu petit. Bon, moi, j'ai un petit gabarit, hein, je fais 1,56 m, je n'étais pas très épaisse, tout. Elle dit ce serait bien que vous ayez fait un contrôle plus poussé. D'accord. Et donc, on est toujours nomades et on se retrouve du jour au lendemain dans un hôpital à Brest. Et avec du coup une sage-femme qui me fait un examen plus poussé. Et vraiment, mais délirant. Genre, après, elle nous fait un peu son speech. Et je me souviens qu'il était midi. Et que moi, pendant qu'elle me parle, je suis en train de me dire, Tain, j'aimerais bien bouffer libanais après. Jusqu'à ce qu'elle me dise, bah, du coup, je vous garde en hospitalisation. Waouh, ok. J'étais là, pardon. Parce que votre enfant est trop petit. Enfin, je crois que j'étais au 6e mois et mon enfant pesait 700 grammes, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'était pas ouf. Et d'abord, elle me dit que je vais rester hospitalisée une dizaine de jours. Et en fait, je me retrouve un mois à l'hôpital. Ah ouais. Euh, ouais. Et puis, du coup, en fait, ce qui est assez terrible, c'est que ça arrive vraiment. C'était pas vous serez hospitalisé demain, c'était je vous garde maintenant, quoi. Enfin, vu que je suis pas ressortie de l'hôpital, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et moi qui voulais la grossesse et l'accouchement le moins médicalisé possible, je me retrouve vraiment à faire des monitos 3 fois par jour. J'avais une prise de sang tous les matins à 5h30 avant que la sage-femme de nuit ne finisse son service. Et surtout, on me dit, en fait, à partir de maintenant, si on voit que l'échange entre le placenta et l'enfant se passe mal, on peut vous déclencher, genre même ce soir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la veille, j'avais lu un bouquin, je sais plus comment ça s'appelle, Peau à peau, d'une femme qui raconte comment son enfant avait été super prématuré et comment ça s'est passé. Et je me retrouve tout à coup à imaginer cette situation que je viens de lire et que je trouvais terrible. Et à me dire, non, mon enfant a fait passer 700 grammes et ils me disent qu'ils peuvent me déclencher demain. Enfin, c'est quand même. C'est C'est dramatique, hein. assez terrifiant, en fait, à imaginer. Et je me souviens que toutes les nuits, je me couchais en me disant, yes, on a gagné une journée. Waouh. Ah ouais, le stress. Ouais, ouais, le stress. Et du coup, moi, je m'étais mise dans un truc où, bah, du coup, j'avais pas trop le droit de bouger, il fallait que je me repose, mais je travaillais quand même parce je voulais être dans un mood ou pas où je regardais par la fenêtre toute la journée. Et- Mais donc, je continuais à travailler, mais enfin, c'est assez difficile. Puis en plus, il y avait toujours euh, les mesures post-Covid qui faisaient que il y avait le père de ma fille qui pouvait venir me voir, mais personne d'autre. Donc, t'es assez seule en plus. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un mois, on me dise qu'en fait, mon enfant a bien repris et que je peux partir, mais qu'il faut que je revienne tous les 2 jours faire un monito quand même, Oh là là, quelle galère. Ah et ouais. que on me déclenchera de toute manière avant le terme. Waouh, ok. Et ils ont trouvé une explication du pourquoi, du comment les échanges ne Pas se du faisaient tout, pas bien? Non? Ils t'ont jamais. pas dit, Non, ok, non, bizarre. non, 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 jamais. Et du coup, bah, comme on était nomade à ce moment-là, on trouve un logement en urgence à Brest. D'accord. Donc, on se réinstalle. Je devais être ouais, du coup à 7 mois de grossesse. Et contre toute attente, bah, ma fille est arrivée naturellement à 39 semaines. Enfin, finalement, il n'y a pas eu de déclenchement. Bon, du coup, j'ai Ok. accouché à l'hôpital, enfin, sans péridurale, donc de la manière la plus naturelle possible, dans le contexte qui m'était imposé, vu les conditions. Ah ouais. Mais ouais, donc grossesse assez rocambolesque, Tu finalement. m'étonnes. Et quand tu as annoncé du coup ta grossesse à ta famille, tes amis, ton entourage, est-ce que tu as dû faire face à pas des critiques, mais des remarques par rapport à ce que tu pouvais tenir Ouais, comme discours avant d'être enceinte? ouais, ma famille proche n'a pas super bien réagi. Ah ouais, Ouais, d'accord. non, non, ça a été assez difficile. Voilà.
D'accord. Après, enfin, mon enfant était accepté quand elle est arrivée, mais c'était plus pendant la grossesse où j'ai eu droit à des remarques, du genre, bah, du coup, j'ai pas trop de conviction, quoi, finalement, puisque je reviens sur mes décisions. D'accord. Et toi, Ouais, quand tu le vivais, t'arrivais à prendre du recul? c'était super. Ah, je l'ai trop bien pris. Non, non, bah, c'était. Bah, en plus, ce qui était affreux, c'est que moi, c'était déjà quelque chose enfin, que je remettais en question chez moi. C'est que je me disais, est-ce que tu n'es pas en train de renoncer à des convictions que tu avais? Et du coup, le fait qu'on me le renvoie en pleine face, c'était pas hyper agréable. Sachant que je restais consciente de la situation. Enfin, je me suis pas mis un voile sur les yeux en disant, oh, bah, finalement, tout va bien, pourquoi ne pas faire un enfant? Enfin, j'avais conscience de tout ce qui se passait et j'essayais de le faire au mieux. Et c'est aussi pour ça que j'écrivais ce livre. Enfin, ce livre, c'était autant pour moi que pour les autres futurs parents ou parents actuels. Et c'était pour répondre à mes questionnements aussi. En revanche, j'ai été super bien accompagnée par mes amis. Enfin, j'ai la chance d'avoir une bande d'amis assez extraordinaire qui m'ont vraiment soutenue tout le long. J'ai des amis qui ont fait des kilomètres en train pour venir me voir quand j'étais hospitalisée à Brest, alors que c'était en Alsace ou à Paris. Donc non, j'ai pu compter quand même sur pas mal de personnes pendant ce moment-là, quoi. Ouais, heureusement, ça compte, hein. Ouais, c'est clair. Et alors, donc l'accouchement, tu m'as dit en milieu hospitalier, sans péridurale, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? 21 heures. C'était vraiment, je restais 21 heures de travail pour 5 minutes de poussée, ça n'a aucun sens. Waouh, 21 heures, donc là, tu étais à 39 semaines, c'est ça? Ouais, Ok. ouais. Et en fait, c'était assez fort parce que bah, au début, je voulais pas accoucher à l'hôpital et ça m'embêtait un peu de devoir y aller, bah, c'est ce que je te racontais. Mais en fait, j'ai quand même eu la chance, bah, je pense quand même que les choses sont bien écrites parce que j'ai eu une chance assez folle, c'est que déjà, alors j'arrive à la maternité et pendant des heures, je crois de 2 heures à 8 heures du matin, on me fait faire des bains, des ballons et tout. Et enfin clairement, il y a rien qui se passe, enfin je suis toujours à deux au bout de plusieurs heures. Et il y a une sage-femme qui me dit, mais vous voulez pas rentrer chez vous? Et moi, j'étais en train, mais de mourir sur le lit. J'étais, ah, mais en fait, jamais de la vie, je pars de cet endroit sans mon enfant. C'est pas possible. En fait, non, il doit arriver maintenant. Et vraiment, mais je souffre. Et je suis pas douillette, hein, mais vraiment, je souffrais. Et à un moment donné, il y a une sage-femme qui rentre et elle me voit. Et elle me prend dans ses bras et elle se met à me bercer. Mais vraiment quelque chose d'hyper tendre et maternel. Et en fait, j'avais besoin de ça. Enfin, je pense que ça a déclenché un truc après, c'est que je me mise à pleurer. Et Ah, après, tout est allé hyper vite. ah oui, ça Et t'a je aidé pense à te que détendre, à... ouais. Je pense que je suis arrivée, c'était un environnement qui était froid et c'est pour ça que je voulais pas accoucher à l'hôpital aussi, c'est que je savais que c'était un environnement qui était froid et que les premières personnes qui m'ont prise en charge étaient pas forcément hyper chaleureuses et que tout à coup il y a quelqu'un qui est arrivé et et je sais pas, je me souviens, qu'elle s'appelait Fabienne, je me souviens de comment elle était et tout et que vraiment elle a provoqué quelque chose. Et ensuite, il y a deux sages-femmes qui m'ont accouchée et c'est deux sages-femmes avec qui je m'étais liée d'amitié pendant mon hospitalisation. Ah oui, forcément, Et tu connaissais. c'était. Ouais, voilà. Et du coup, c'était ça qui était assez chouette. C'est que c'était pas n'importe qui est venu m'aider. En fait, c'est des femmes que je connaissais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sages-femmes du service qui après sont venues me voir parce qu'elles se souvenaient de moi quand j'étais hospitalisée et qui du coup sont venues voir la petite et tout. Et donc, malgré tout, bah, ça s'est pas écrit comme je le voulais, mais enfin, l'histoire était jolie quand même, quoi. Mais ouais, bien sûr. Et, qu'est-ce que tu as utilisé comme technique pour supporter les contractions? Bah, moi, c'était. Enfin, je sais pas si toi, t'avais fait ça, mais tu sais, on nous prend des cours de préparation à l'accouchement. Bien On nous sûr. apprend à bien respirer. Et c'est super bien ces cours parce qu'une fois que tu arrives au moment T, tu oublies complètement tout ce qu'on t'a dit pendant les cours. Ça, c'est vrai. Et donc vraiment, mais je saurais même pas. Je pense qu'en plus, il y a un moment. Enfin, les bains, ça aide quand même pas mal Mhm. pour soulager la douleur des contractions. Mais je pense qu'il y a un moment où tu es tellement enfermé dans ta douleur que tu te rends même plus forcément compte de ce que tu fais. Il y a un truc où tu deviens vraiment animal. Ouais, bah ouais. Et bah déjà, la position, on sait bien que la position enfin, sur le dos, c'est pas du tout adapté en fait pour accoucher, que c'est une méthode qui a été mise en place par des médecins hommes pour qu'on puisse bien te faire accoucher à la jeune parce que c'est plus rapide et plus pratique. Et moi, je me mettais plus facilement à quatre pattes, par exemple. Ouais. Euh, puis ouais, puis les bains, et puis vraiment, enfin, Fabienne, la sage-femme dont je t'ai parlé, elle est vraiment revenue m'apprendre comment respirer, mais vraiment sur le moment, genre. Et, euh, et du coup, ouais, c'était fort. Ah oui, j'imagine. À aucun moment, t'as failli craquer pour la péridurale? Bah en fait, au bout d'un moment, ils m'ont demandé si je la voulais. J'ai hésité et là, j'ai perdu les os. Du coup, Ah oui, ok. Donc ça s'est enchaîné après. ouais, et après, mais vraiment, j'ai perdu les os et elle est arrivée dans la foulée, hein. C'est-à-dire que tout. Enfin, vraiment, j'ai perdu les os et j'ai poussé 5 minutes à l'arrivée.
Ah ouais, d'accord. Ouais, donc tout s'est enchaîné à la Oui, fin. oui, c'est ça. On avait 21 heures vraiment de douleur et d'un coup, c'est allé presque trop vite pour que je le vois passer. Et la Hmm. dernière surprise, c'était que nous, on avait voulu garder le sexe surprise. Ouais. Et pendant 9 mois, j'étais persuadée que j'attendais un garçon. Et C'était vraiment, je me souviens des sages qui me disaient, ouais, faut écouter l'instinct maternel, il se trompe jamais. J'étais là, absolument. Et en fait, je pense que j'y ai réfléchi après. Et il se trouve que j'avais une amie qui avait fait une fausse couche pas longtemps avant que je tombe enceinte. Et c'était un garçon. Et je pense que j'ai fait un transfert, en fait, à ce moment-là. Surtout qu'on en parlait beaucoup au début de ma grossesse. Et je pense que, ouais, il y a eu un transfert. Mais je me souviens qu'on me pose ma fille sur moi et que je regarde le mec, je lui dis, mais c'est une fille. Il me dit, comment Ah! ça, c'est une fille? Mais non, moi j'étais sûre que c'était un garçon. Ouais, ouais, et donc, ouais, enfin, c'était trop bien. Et en fait, moi, j'étais trop heureuse que ce soit une fille, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Oh, Octavia, donc Octavia a déboulé dans vos vies. C'était quelle date? C'était le 11 juin 2022. 11 juin 2022. Et alors comment elle allait? Est-ce qu'elle avait un bon poids? Ouais, écoute, elle allait très bien. C'était pas un gros bébé, mais il y avait pas. Enfin, tu vois, elle était pas en dessous de la moyenne non plus. Puis, Ouais. enfin, encore une fois, moi, je suis pas grosse et j'étais pas grosse non plus à la naissance. Enfin, j'étais déjà un petit gabarit. Ouais, puis récemment, j'ai vidé les cartons de ses habits quand elle était petite et je suis retombée sur les fringues de naissance. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fou comme c'est petit en fait. Mais en fait, t'oublies tellement vite. J'ai une amie qui a couché il y a pas longtemps et je voyais son enfant et je disais, mais c'est vrai que la mienne aussi, elle a été comme ça. Alors que toi, t'as encore l'impression que c'est des bébés quand ils ont 3 ans et demi, mais ils étaient Oui. bien plus petits en fait à un moment donné. Et, et ouais, Et je me souviens que pendant la nuit, je la regardais et en fait, elle dormait, elle me tenait le petit doigt. Et en fait, j'étais fascinée par le fait que c'était. J'avais l'impression qu'elle était puissante et fragile à la fois. Et, euh, et que, je sais pas, pendant les 2 premiers jours, j'osais pas me lever avec elle, par exemple. J'avais l'impression que je pouvais la briser juste en me levant. Enfin, j'avais trop peur de lui faire mal. Et, et je me souviens vraiment de cette première nuit où je la regarde et je me dis, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer et ta vie, elle va plus jamais être pareille. Et juste, bah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, quoi. Genre, tu viens de fabriquer quelqu'un qui est devenu ta fille, genre, qui fait partie de toi. Enfin, ouais, je trouve ça. En fait, c'est assez dingue parce que c'est comme ce que je te racontais sur la grossesse et tout. C'est des choses qui font partie de notre quotidien. Mais quand on prend une pause pour regarder vraiment ce que ça signifie et ce que c'est, mais je trouve ça tellement fou et je crois qu'on l'oublie en fait. C'est comme, bah, je te parlais de la manière dont la grossesse m'a réconciliée avec mon corps. Moi, après, j'ai allaité ma fille pendant plus de 3 ans. Ouais. Et en fait, ça a continué cette mission de me réconcilier avec mon corps parce que je me disais, mais attends, mon corps, il peut nourrir ma fille. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que je suis complètement indépendante de ma manière bah, de la nourrir. Alors, pas pendant 3 ans, ça n'a pas été sa nourriture unique pendant 3 ans, mais au moins Oui, pendant bien les sûr, mais premiers en tout cas, mois. déjà les 6 premiers mois, voilà, tu sais que Ouais, uniquement ouais. tout ce que produit ton corps suffit à la Ouais, faire. ouais, carrément. Et en plus, que moi, quand j'étais dans une logique quand même écolo, je me disais, mais en fait, on n'arrête pas de nous vendre des produits qui sont dégueulasses pour nos enfants, sans blâmer les mères qui n'allaitent pas, parce que déjà, toutes n'arrivent pas à allaiter, et qu'en plus, enfin, le fait qu'on trouve au travail tôt et qu'il y ait une incitation, enfin, ça n'aide pas. Mais je me disais, en fait, notre corps, ça devient vraiment un outil de lutte contre ces industries capitalistes qui nous vendent des trucs, parce qu'en fait, on se rend compte que nous, on peut s'en passer, et que ouais, ça devient un outil de résistance, en fait. Mais complètement, complètement. Ça, c'est incroyable. Et justement, t'as aimé allaiter, ouais? Ouais, j'ai adoré. Alors, la fin, au bout de 3 ans, t'en as un peu marre quand même, hein. Je veux Eh dire que oui. c'est plus moi qui ai pris la décision que ma fille. Mais ouais, puis c'est des moments qui sont tellement câlins et félins, tu sais, il y a un truc où ton enfant, il est blotti contre toi et ouais, c'était magique, quoi. Je trouve que l'allaitement, c'est une bonne continuité de la grossesse, tu vois. On Ouais, garde encore ces moments vraiment blottis avec son bébé, non, voilà, c'est qui ça. est Ouais, très précieux, hein. ouais, je suis d'accord. Bon, et alors, comment vous avez procédé après l'accouchement? Est-ce que vous avez décidé de vous installer vraiment définitivement, on va dire, à Brest ou ailleurs? Ou est-ce que vous avez continué votre vie un petit peu de nomade? Alors là, c'est la nouvelle aventure qui commence. C'est que pendant que je suis enceinte, mon mec trouve un travail dans les gorges du Verdon. Hmm. Donc rien à voir avec Brest, c'est vraiment, tu peux pas faire plus opposé d'un point de vue géographique. Et on lui dit qu'il doit commencer son nouveau travail 3 semaines après mon accouchement, Ok. sachant que les Gorges du Verdon, c'est quand même un lieu qui est assez particulier parce que c'est très beau, mais c'est très touristique, ce qui fait que pour s'installer en tant qu'habitant, c'est une galère. Hmm. Donc impossible de trouver un logement sans être sur place directement. Et moi, je lui dis, écoute, t'es bien sympa. Moi, je suis un postpartum, je vais pas te suivre avec une enfant de 3 semaines
sachant qu'on n'a pas de logement et qu'on devra vivre dans le van à Hmm. 3,5 parce qu'on avait un perroquet en plus. Donc, Oh, c'est vrai? ouais, ouais, qui nous a suivis pendant tout le reportage du Joker et tout. Incroyable. J'avais emmené un reportage en Turquie à l'époque quand j'étais journaliste. Enfin, c'était hyper drôle. Et du coup, enfin, on prend la décision qu'il va partir d'abord seul en éclaireur et que moi, je vais rester à Brest avec la petite. Hmm. Donc, je reste seule avec la petite à Brest pendant un mois. Donc, en gros, pendant les 2 premiers mois de la petite, je suis à Brest, donc un mois toute seule pendant que lui est dans le sud. Ok. Et ensuite, je rejoins la marraine de ma fille qui, elle, était dans le sud, alors pas dans les gorges du Verdon, mais un peu plus près quand même, pour Mhm. pas être seule. Donc, j'ai été chez elle pendant un mois. Et ensuite seulement, j'ai rejoint le père de ma fille dans les gorges du Verdon. Donc, on est arrivé, elle avait 3 mois. Et on a eu une sorte de logement transitoire, une sorte de studio touristique pendant quelques mois avant de vraiment nous installer en décembre de cette année-là. Donc, Ok, ouais, aux 6 mois de ta fille, quoi, 5, 6 mois. ouais, ouais, c'est ça. Ok, et comment ça s'est passé là, du coup, de changer de logement, tout ça, d'être seule aussi dans les premiers temps, ça a été pour toi? T'étais pas trop triste ou épuisée? Bah, bizarrement, non, moi j'ai. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours, c'est que j'adore être seule avec ma fille. Ouais, Je pense c'est qu'on vrai. a un lien assez. Mais ne serait-ce que je pense que ça a joué aussi l'hospitalisation, où Mhm. j'étais seule avec elle tout le temps, en permanence, et où on était un peu. J'ai l'impression qu'on était un peu deux guerrières en mission de la garder dans le monde le plus longtemps possible. Et du coup, ça a rendu son arrivée encore plus précieuse parce que bah, je m'étais battue en fait pour qu'elle arrive à terme et en bonne santé. Et du coup, on a eu un lien, enfin, on a un lien vraiment très fort toujours aujourd'hui. Mhm. Et non, ce mois toute seule. Alors déjà, j'ai une chance incroyable, c'est que j'avais une enfant qui faisait des siestes de fou. Donc en Ouais. fait, moi, j'ai pas eu de congé maternité, mais j'étais en télétravail. Donc je pouvais travailler 8 heures par jour sans que ce soit un problème. Enfin, ma fille, elle me Ouais, faisait t'as des bonnes pratiquement. siestes, et du coup, t'avais le temps de Ouais, bosser ouais, tout le j'avais le temps de temps. travailler. Et j'ai encore des photos de moi, je suis assise en tailleur avec ma fille qui dort sur mes genoux et moi qui travaille. Et en fait, j'ai fait ça pendant un mois. Trop bien. C'est qu'elle dormait tout le temps sur moi, en fait. Après, quand j'étais chez mon amie dans le sud, bah, pareil. Ouais. Et après, on a continué comme ça parce que bah, nous, on s'est installé dans le Verdon. Moi, mon bureau est à Paris, donc j'étais toujours en télétravail. Donc, en fait, j'ai pas mis ma fille à garder. Ok, tu Et je l'as restais tu l'as en, regardé avec toi. voilà, je restais en télétravail. Donc, je travaillais. Je me levais avant elle le matin pour travailler, puis pendant ses siestes, puis tard le soir. Je me Mm. souviens que les jours où, par exemple, elle faisait ses dents et qu'elle dormait pas, j'allais faire des randonnées avec elle. Donc, je l'avais en écharpe. Et en fait, pendant qu'elle dormait, je dictais mes articles à mon téléphone. Ah ouais, dis donc, quoi. D'accord, bien, hein. C'était assez marrant. Et du coup, j'avais souvent des reportages à faire où je devais quand même aller régulièrement à Paris pour le travail et je l'emmenais avec moi. Donc en Ok. fait, ma fille, elle est habituée à vadrouiller depuis toujours, enfin, depuis le ventre même, j'ai envie de dire. Mais j'ai jamais arrêté de l'emmener, voilà, depuis la sortie du livre. En plus, ça s'est rajouté, il y a des conférences, des émissions, des salons de livres qui sont rajoutés et je l'emmène toujours avec moi. Et on adore toutes les deux. C'est des moments où on est trop heureuses d'être ensemble, de partager des aventures. Elle est trop contente. Et puis, ce qui est assez fort, c'est qu'elle emmagasine pas mal de choses. Enfin, c'est quand même un âge où les enfants, c'est un peu des éponges. Et en fait, elle adore assister à des conférences. Après, elle me demande, c'est quoi le capitalisme? Et c'est quoi le Ah, patriarcat? Et c'est quoi les trucs? Et après, elle va expliquer à ses copains. c'est génial. Pour elle, ça lui apporte une sacrée ouverture d'esprit Ah, sur le. mais en fait, elle me fascine parce que parfois, je lui explique des choses en me disant, Oui. elle va pas calculer. Et en fait, elle me sort des dingueries où, par exemple, on regardait Heidi, l'autre week-end, le dessin animé Heidi. Et à un moment donné, il y a le grand-père de Heidi qui coupe des arbres parce qu'il est, enfin, voilà, il est un peu bûcheron, quoi. Et elle me dit, mais s'il coupe des arbres, il participe au réchauffement climatique. Et j'étais là, je vais pas regarder ton dessin animé juste comme Ah ça. oui. Elle arrive déjà à faire ce type de lien à un tout petit Ah âge, oui, oui, quoi. oui, mais et puis c'est un sujet même dont elle parle beaucoup. Enfin, quand on se promène, elle va dans la nature, elle est capable d'aller engueuler des gens s'il y en a un qui jette un déchet par terre ou voilà. Bah non, elle est très très sensible à ça, mais sans forcément que je pousse, parce qu'en fait, c'est des choses juste qu'elle m'entend dire quand elle me suit dans des émissions, des conférences, et c'est elle qui va me poser des questions après, et ça va lui rester dans la tête. C'est génial. C'est Oui. c'est génial. C'est enfin, et puis même, je trouve ça fou qu'elle retienne tout, puis après, elle va l'expliquer à ses copains et tout. Ouais, c'est trop rigolo. Après, ça m'emmène à quelques désaccords avec son père. C'est Par vrai. exemple, bah, parfois, quand il essaye de lui dire de faire quelque chose ou qu'elle fait une bêtise et qu'il la dispute, elle lui dit, ouais, mais en fait, je suis pas trop d'accord parce que si tu me disputes, c'est du patriarcat et moi, ça m'intéresse pas. Et le truc, c'est que lui, J'adore. Elle est déjà hyper convaincue. bah oui, mais du coup, lui, Non. il est pas content. Mais alors que moi, ça me fait mourir de rire, en fait. Enfin, je peux pas m'empêcher de trouver ça super drôle qu'à Ah bah 3 ans, ouais. elle te sort ça. Elle est haute comme trois pommes, mais elle te sort des trucs.
Du coup, j'ai du mal à lui dire non, mais c'est pas très bien ce que je dis. Ah, ça, c'est quand même, ouais, c'est dingue finalement à quel point ils prennent exemple hein, sur ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient autour d'eux. Ouais, ouais. Et puis, en fait, je pense que le fait que je l'ai, enfin, du coup, vers 2 ans et demi, elle m'a dit, enfin, dès qu'elle entendait un enfant jouer dehors, elle voulait y aller. Et du coup, j'ai quand même trouvé un assistant maternel qui était super. Vraiment, je pense que c'est la personne la plus incroyable que j'ai rencontrée dans le Verdon quand j'ai déménagé là-bas. Et du coup, elle allait chez lui. Ils étaient que 3 enfants. Et je Non? la mettais 2 jours par semaine. Donc, c'est pas non plus du temps plein, tu vois, c'était 2 jours par semaine. Et pareil, il avait un grand jardin. Du coup, il leur montrait les insectes et tout. Donc, elle a continué son apprentissage là avec lui aussi. C'est Mais super. sinon, enfin, même là. Alors, moi, je voulais faire l'école à la maison. Ouais. Et bah, je sais pas si tu as suivi un peu toutes les lois qu'il y a autour de cette pratique, mais c'est de plus en plus difficile de faire, c'est de plus en plus refusé. Et comme l'école, elle est à 5 minutes à pied de chez moi en plus, et bah, les arguments pour ne pas la mettre étaient assez peu convaincants. En revanche, j'ai obtenu une dérogation pour la mettre seulement le matin. D'accord. Enfin, moi, je continue à considérer qu'un enfant à 3 ans, l'école toute la journée, ça fait pas partie de ce qui l'épanouit. Et en plus, ma fille fait toujours des siestes assez importantes l'après-midi, donc je voyais pas trop l'intérêt. Je préférais qu'elle dorme encore un peu blottie contre moi quelques mois Oui. plutôt que dans un lit à l'école. Et donc, j'amène que le matin. Et ça arrive régulièrement que si j'ai des reportages ou quoi, je l'emmène quand même avec moi. Parce que je sais que de toute manière, elle apprendra des choses. Enfin, c'est pas comme si elle allait faire l'école buissonnière, tu vois. Elle apprend toujours des choses avec moi aussi. Et puis, en fait, je suis convaincue que d'ici quelques années, elle préférerait passer du temps avec ses copines ou en tout cas ailleurs. Et en fait, tant que elle est en demande de ça, parce que c'est jamais des choses que je lui impose. C'est parfois, je dis, bah voilà, là, je pars en reportage, j'ai un salon du livre. Est-ce que tu veux aller à l'école ou est-ce que tu veux venir? Et souvent, elle me dit, bah non, je veux venir. Et là, par exemple, je suis à Paris cette semaine et je suis pas avec elle parce que elle a retiré une semaine entière de l'école, c'est pas non plus très respectueux pour les enseignants. Et en fait, j'avais un débat littéraire mardi soir et je l'ai appelée juste avant pour prendre de ses nouvelles et elle me dit, oh non, mais j'aurais voulu être avec toi à la conférence. C'est, ça va parler de quoi et c'est où et en fait, elle est hyper intéressée partout et c'est trop bien. Et je sais qu'après, je peux partager ça avec elle. Et qu'elle sera vraiment intéressée, enfin que c'est pas juste je raconte ma vie, c'est vraiment il va y avoir un échange et je trouve ça trop chouette. Ah bah c'est hyper enrichissant, autant pour elle que pour toi, hein. Ouais, c'est clair, ouais. C'est génial. Et alors aujourd'hui, vous êtes toujours dans les gorges du Verdon? Oui, c'est ça. Moi, je cherche un peu à déménager parce que, enfin, en fait, mon métier fait que j'ai quand même de plus en plus de déplacements réguliers. Et les gorges du Verdon, c'est bah, là où on habite, la première gare est à 2 heures de route. Aïe, ah Et oui. et comme en plus, dans une perspective écolo, j'essaye de prendre plutôt le bus, donc ça devient les 2 heures passent à 4 heures. Ah ouais. Et après, tu as encore le train, etc. Et donc, je pense qu'on va se rapprocher un peu plus quand même d'endroits où il y a des gares, déjà, pour commencer. Et surtout que là, ma fille, bientôt, ben, elle devrait aller à l'école toute la journée. Et moi, être en télétravail toute la journée sans être avec ma fille, ça devient moins intéressant. Enfin, moi, le télétravail, ça me plaisait parce que ça me permettait de choisir mes horaires et de passer du temps avec elle. Là, si elle va à l'école à manger toute la journée, j'ai envie de pouvoir bah, travailler, retrouver des collègues avec qui je peux travailler et puis pouvoir partir en reportage sur une journée, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est une réflexion qui est en cours sur comment est-ce que